Bonsoir, il est 20h45, on est le 15 juin. Je vous avais donné un petit rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de sophrologie avec les enfants. Vous avez peut-être vu des lives précédents sur la page Facebook de ce groupe, puisque c'est pas le premier que je propose. La dernière fois, on avait abordé l'anamnèse avec un enfant. Et du coup, le live de ce soir, il fait suite à celui de l'anamnèse, puisqu'on est dans une suite logique. On va parler de la manière dont on peut définir un objectif thérapeutique avec un enfant en sophrologie. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, on va dire, une trentaine de minutes maximum sur ce sujet-là. S'il y a des questions en cours de route, vous pourriez me les poser. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin, j'essaierai de vous répondre. Je ne prétends pas avoir réponse à toutes les questions, mais par contre, si j'ai la réponse, je vous le dirai. Si je ne l'ai pas, je vous le dirai aussi. Et ce que je vais vous partager là, c'est pas forcément une vérité universelle, c'est plutôt ma manière de faire, mon expérience en tant que sophrologue depuis 2016, sophrologue spécialisé sur les enfants et les ados. Voilà, il existe certainement d'autres manières de faire qui seront peut-être très bien aussi, mais en tout cas, je voulais vous partager la mienne et si ça vous inspire, eh ben c'est tant mieux. Sur la page du groupe, tous les lives que je fais sont épinglés en haut de la page et ils sont tous accessibles, vous pouvez les retrouver très facilement. L'idée, c'est donc de parler de l'objectif thérapeutique et de la manière dont on peut le définir avec un enfant quand un enfant et son parent viennent nous voir en séance. Déjà, il faut savoir que le parent, c'est lui qui vient avec une demande pour son enfant. Puisque l'enfant, généralement, ne choisit pas par lui-même d'aller voir un sophrologue. Donc on peut avoir un parent qui vient avec une demande et l'objectif thérapeutique d'un enfant qui sera peut-être un petit peu différent de celui du parent. Donc c'est déjà deux points à bien distinguer. On a demande du parent et objectif thérapeutique de l'enfant. Quand on a parlé de l'anamnèse dans le live précédent, je disais que je m'adressais principalement à l'enfant pour poser mes questions. Donc j'aimerais bien aller au bout de cet exemple et vous partager le scénario dans lequel c'est l'enfant qui a répondu à toutes les questions et du coup c'est à lui que je vais m'adresser directement pour fixer son objectif thérapeutique. Donc ça c'est le premier cas de figure. Vous avez un enfant qui vous répond, qui est assez coopératif, qui a répondu à toutes les questions de l'anamnèse et du coup avec lui vous allez définir l'objectif. Comment je m'y prends personnellement? Et bien déjà en 1, je reformule la demande de l'enfant avec ses mots à lui. Donc je reprends son vocabulaire et par exemple, s'il vient me voir pour des crises de colère, eh bien je peux lui dire, par exemple, si je comprends bien, aujourd'hui tu viens me voir parce que tu te mets beaucoup en colère à la maison, ça crée des disputes avec tes parents et tu te sens mal à cause de ça. Donc je reprends et je reformule ce qu'il m'a dit. Si l'enfant valide que c'est bien ça, ensuite il y a une deuxième étape dans laquelle je vais amener l'enfant lui-même à formuler son objectif avec ses propres mots. Et comment je m'y prends pour faire ça? J'essaie de trouver une phrase qui serait par exemple, avec la sophrologie, tu vas pouvoir développer un pouvoir spécial qui va te permettre d'exaucer un vœu pour faire changer cette situation. Est-ce que tu peux me dire quel serait ton vœu? Donc ça, c'est une invitation pour que l'enfant propose un objectif qui serait le sien, ou en tout cas une première formulation de cet objectif. Donc on peut l'amener sous la forme d'un vœu qui serait exaucé, ou d'un souhait, ou même en disant un pouvoir magique ou une baguette magique, par exemple. Si tu avais une baguette magique, à quoi tu voudrais bien qu'elle te serve alors en venant ici? Imaginons que l'enfant me réponde je veux arrêter de me mettre en colère. Ça peut arriver qu'il y ait un enfant qui donne un objectif qui ne serait pas un objectif réalisable par la sophrologie. C'est le cas ici. Et du coup, parfois, il y a des objectifs qui ne sont pas réalistes. Donc là, dans ce cas-là, moi, je vais le questionner. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arrêter de se mettre en colère? Donc parfois, dans la définition de l'objectif, il y a un recadrage, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, un recentrage, qui est presque parfois à visée éducative, dans le sens où
bah, c'est au sophrologue d'expliquer que c'est pas possible d'arrêter de se mettre en colère, parce que cette émotion de colère, elle est naturelle, elle est humaine, mais que peut-être c'est possible de se mettre moins en colère ou de réussir à mieux gérer la colère. Donc je vais rester sur cet exemple-là. Donc il m'a dit en gros, je veux arrêter de me mettre en colère. On a échangé sur le fait que ben, c'était pas possible. On peut pas en tant qu'être humain supprimer une émotion, ce n'est pas possible. Donc je lui demande comment tu vois la chose alors. Qu'est-ce que tu aimerais réussir à faire au sujet de la colère? Eh ben j'aimerais me mettre moins en colère. D'accord. Donc là j'ai un début d'objectif. Sauf que cet objectif, il n'est pas formulé positivement. Et dans ce cas-là, je vais tâcher de le transformer en un objectif positif, en tout cas formulé positivement. Et je vais lui dire, par exemple, à la place de la colère, qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Il y a des enfants qui savent et qui vont dire, bah, je sais pas, j'aimerais sentir de la joie. Ok. Il y en a qui savent pas. Et du coup, quand l'enfant ne sait pas répondre à ces questions-là, je m'aide des émoticartes, et notamment des cartes jaunes à ce moment-là, qui sont des cartes qui correspondent à des émotions agréables. Je lui présente ces cartes-là, je lui dis de les regarder, et je lui demande de me dire s'il y en a une qui pourrait correspondre à l'émotion qu'il aimerait bien ressentir, à la place de la colère. Ça peut être du calme, ça peut être du plaisir, ça peut être de la joie, de la confiance ou autre chose. Imaginons qu'il veut se sentir calme et dans ce cas-là, il peut prendre cette carte et me dire eh bien, je veux me sentir calme. Donc là, on continue d'affiner l'objectif. Ça se passe en plusieurs étapes, c'est vraiment en entonnoir. Donc là, j'ai un objectif qui a priori sort de la bouche de l'enfant, donc semble plutôt adapté à son besoin, qui est formulé positivement. Mais j'ai aucun contexte et je ne sais pas si il a envie, il a besoin de se sentir calme dans un contexte scolaire, si c'est à l'école, ou si c'est à la maison, ou si c'est partout, tout le temps. Donc je peux le questionner encore en lui disant tu veux te sentir calme où? À la maison seulement? Avec tes parents? Ou à l'école? Je suis à la recherche du contexte. Et là, il va me dire, bah les deux, j'aimerais bien me sentir calme à la maison et à l'école. Cet exemple, en fait, il était fait pour vous dire que je ne cherche pas à tout prix à faire définir à l'enfant un objectif SMART, puisqu'on nous apprend en formation de sophrologie que notre client doit nous donner un objectif qui est SMART. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Sauf que avec un enfant, parfois, c'est compliqué. Et ça n'a pas de sens pour moi de passer 15 minutes ou plus à essayer d'avoir la formulation SMART à tout prix, du moment que j'ai un objectif qui est formulé positivement, que j'ai un objectif qui est réaliste et que j'ai un objectif qui est dans un contexte qui est bien défini. Donc par exemple, là on pourrait avoir bah, je veux me sentir calme à la maison et à l'école. D'accord. Ça voudra dire qu'on va travailler sur l'évacuation de la colère, de ce qui met en colère, peut-être de la frustration, qu'on va installer du calme, qu'on va renforcer le calme. Et après, ben, ça continue puisque l'objectif il est défini, mais il nous reste à trouver une ressource, celle qu'on appelle la ressource situationnelle, c'est-à-dire essayer de trouver si le calme est déjà ressenti par l'enfant dans des situations précises. Donc là, je vais lui dire, tu me dis que tu veux te sentir calme à la maison et à l'école. Est-ce qu'il y a des moments dans lesquels tu te sens déjà calme? Bah oui, je me sens calme quand je fais des coloriages. Ok. Donc là, il y a une première ressource situationnelle qui va peut-être servir pendant l'accompagnement. Et puis après, pour définir les indicateurs, bah, c'est pas le plus compliqué parce que ça peut être, à ton avis, quand ton vœu aura été exaucé, comment tu te sentiras dans ton corps? Il y a des enfants qui pourront vous dire et il y a des enfants qui n'en sauront rien. Ce sera à vous de les aider. Dans ton corps, tu penses que ce sera tout mou comme un chamallow ou tout dur comme un bout de bois? Et tu penses que ce sera chaud ou froid?
tu penses dans ton corps quand tu seras calme que ce sera plutôt lourd ou plutôt léger? Vous allez essayer de questionner comme ça, en proposant différentes options si l'enfant ne sait pas du tout quoi vous répondre. L'idéal étant les questions ouvertes, mais s'il n'y a pas du tout, si c'est difficile pour l'enfant, ça va être à vous de l'aiguiller et d'essayer d'aller dans l'entonnoir du plus large au plus fin. Et puis après, on peut lui dire, quand ton vœu aura été exaucé, à ton avis, qu'est-ce que tu pourras ressentir comme émotion? Peut-être que les émoticartes auront du sens encore à être observées, parce que là, il pourra dire, comme émotion, je vais ressentir de la fierté, je vais peut-être ressentir de la joie, du plaisir. C'est bien de s'aider de support pour parler des émotions, puisque les enfants ne savent pas forcément quel est l'étendue, le panel des émotions qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Donc au moins, là, il y a ce support-là, qui est un parmi tant d'autres. Et puis pour aller rechercher des indicateurs comme des actions, on peut lui dire, quand ton vœu aura été exaucé, et que tu seras calme à la maison et à l'école, qu'est-ce que ça te permettra de faire? Qu'est-ce que tu pourras faire? Et du coup, je pourrais plus participer en classe et à la maison, je pourrais faire une activité que j'ai envie de faire mais que je fais pas parce que je me sens toujours en colère, qui est, je sais pas moi, construire des bijoux par exemple. Et puis pour trouver l'échéance, ça pourrait être en formulant, tu voudrais que ton vœu se réalise d'ici combien de temps? Généralement, les enfants, ils savent pas trop. Alors s'ils vous disent, je sais pas, d'ici les prochaines vacances, ou d'ici, je sais pas moi, les grandes vacances, les Noël, d'ici le printemps, ou voilà, en essayant de donner des repères pour que l'enfant essaye de situer. Si dans sa tête c'est plutôt tout de suite, ou si dans sa tête c'est dans quelques semaines ou quelques mois. Christelle, pour répondre à votre question, c'était un exemple, il n'est pas tout à fait... il correspond pas à un cas précis de cabinet. C'était juste pour illustrer mon propos. Donc, est-ce qu'on peut travailler le calme à la maison et en classe? Oui, j'imagine, mais voilà, ça restait un exemple et ce n'est pas étayé jusqu'au bout, puisque voilà, c'est pas un cas en cabinet que j'ai rencontré précisément. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que si on a un enfant qui a répondu aux questions de l'anamnèse, qui sait un petit peu, qui a déjà identifié à quoi ça pourrait lui servir ces séances, et qui du coup est en mesure, grâce à votre aide, de vous donner son objectif. Parfois, vous allez lui dire, avec la sophrologie, tu vas pouvoir développer un pouvoir spécial qui va te permettre d'exaucer un vœu pour faire changer la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu pourrais me partager ton vœu? Et là, l'enfant, il ne saura pas quoi vous dire. Si l'enfant répond qu'il veut être calme tout de suite, ça va être au sophrologue de lui expliquer que ce n'est pas possible, puisque vous n'êtes pas magicien ou magicienne, et que la sophrologie, ça se pratique sur un temps court, mais ça prend quand même quelques séances. Donc ça, c'est à vous de lui expliquer. Donc maintenant, il y a le deuxième scénario dans lequel l'enfant, il ne sait pas quel pourrait être son objectif. Et souvent, ça va être l'enfant qui, pendant l'anamnèse, n'arrivait pas forcément à répondre aux questions. Et du coup, c'est plutôt l'anamnèse où il a fallu questionner le parent et valider avec l'enfant que les réponses étaient adéquates. Et c'est un petit peu le même schéma finalement. Sauf que là, ça va être une définition de l'objectif avec le parent et sous la validation de l'enfant. Donc par exemple, vous allez dire aux parents, avec la sophrologie, si votre enfant avait un pouvoir spécial pour exaucer un vœu qui changerait la situation. À votre avis, quel pourrait être ce vœu pour lui? Ou encore, quel serait votre souhait pour lui? Et là, on peut aussi avoir un parent qui va nous donner un objectif qui n'est pas réalisable par la sophrologie. Exemple, moi je veux que ma fille arrête de se mettre en colère. Et on revient au même point que tout à l'heure, recadrage entre guillemets, puisque cet objectif-là, il n'est pas réaliste. Et c'est à nous, sophrologues, accompagnants ou thérapeutes, de le dire aux parents, puisqu'on ne peut pas prétendre supprimer l'émotion de la colère chez un enfant. Donc ça va être à nous, en toute bienveillance, de l'expliquer aux parents et de lui dire que cette émotion étant naturelle et tous les êtres humains la ressentent, on ne peut pas la supprimer. Ce n'est pas possible d'arrêter de se mettre en colère en faisant de la sophrologie. Par contre, du coup, vous allez amener le parent à reformuler cet objectif, ou en tout cas à l'affiner, pour qu'il soit atteignable par la sophrologie. Par exemple, en disant aux parents,
au sujet de la colère, donc ce n'est pas possible d'arrêter de se mettre en colère. Par contre, peut-être que vous souhaitez que votre fille gère mieux cette colère. Est-ce que c'est bien ça? Oui, en fait, j'aimerais que ma fille gère mieux sa frustration, parce que c'est quand elle est frustrée qu'elle est en colère. Donc on a un semblant d'objectif. Je veux que ma fille gère mieux la frustration. Ok, on commence à affiner. Et là, on va aller essayer de préciser le mieux. Mieux, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Est-ce que ça veut dire gérer calmement sa frustration? Est-ce que ça veut dire gérer plus facilement? Gérer comment? Comment vous voudriez qu'elle gère cette frustration? Et parfois, il y a aussi besoin des émoticartes avec les parents. Ben voilà, vous pouvez leur présenter. Voilà, ça c'est les émotions qu'on appelle agréables. À votre avis, quelle pourrait être l'émotion dont votre enfant aurait besoin? On va dire que le parent a affiné l'objectif, qu'il vous a formulé un objectif qui est positif, qui est réaliste, qui est dans un contexte bien défini. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ça? Eh bien évidemment, on va le faire valider par l'enfant. Parce que c'est l'enfant que vous allez recevoir en séance, donc c'est l'enfant qui doit être d'accord avec son objectif, même si c'est le parent qui est venu avec son enfant, avec une demande qui parfois peut être un peu en décalage avec l'objectif de l'enfant. Donc ça peut être, et toi, un tel, qu'est-ce que tu penses de ce vœu de ton papa? On va essayer de savoir si l'enfant est d'accord ou non, en posant des questions ouvertes. Donc on va plutôt éviter le et toi un tel, est-ce que tu es d'accord avec cet objectif? Parce qu'à tous les coups l'enfant va dire oui pour un peu qu'il soit très attaché à son parent ou qu'il puisse être un peu impressionné. Donc on va plutôt poser la question ouverte. Et si l'enfant ne perçoit pas les mêmes choses que ses parents, bah il a le droit. Ça veut dire que si l'enfant il a vraiment pas un objectif en cohérence avec la demande, ben moi j'ai tendance à dire que on accompagne l'enfant. Donc dans ce cas-là, ça va être à vous de dire aux parents que vu que vous accompagnez l'enfant, est-ce qu'il est envisageable pour le parent que vous accompagniez l'enfant pour l'objectif de l'enfant et non pas pour la demande qui les amenait au départ. Et du coup, c'est aux parents de valider ou non ce point-là. Ça se passe vraiment dans une relation triangulaire. Et dans ce triangle, il faut qu'il y ait alliance entre les trois protagonistes, vous, l'enfant et le parent. Donc ça veut dire qu'il faut valider l'objectif avec l'enfant, si c'est lui qui vous le donne, et aussi informer le parent et que ce parent le valide. Et dans l'autre sens, si c'est le parent qui vous donne l'objectif, et ben vous allez valider cet objectif aussi avec l'enfant, puisque c'est l'enfant que vous avez en séance. Donc en aucun cas, on va accompagner un enfant sans avoir validé avec lui l'objectif. Quelle serait la question ouverte pour ne pas lui demander s'il est d'accord directement? Et toi, un tel, qu'est-ce que tu penses de ce souhait que m'a donné ton papa? Par exemple. Oui, je pense qu'il a raison parce que c'est vrai que j'ai besoin de me sentir calme. Ou bah oui ou non, c'est pas exactement ça parce que moi, quand je me mets en colère, c'est pas que je suis frustrée, c'est parce qu'on m'écoute pas. D'accord? On peut lui demander simplement ce qu'il en pense, tout à fait. Et au bout d'un moment, évidemment, si ce qu'il en pense est plutôt dans le sens de l'objectif, on va lui dire alors, est-ce que tu es d'accord pour exaucer ce vœu? Mais c'est pas une question fermée qu'on va donner en première intention. Dans la majorité des cas, cet objectif, il peut être défini par l'enfant, mais ça va l'être en plusieurs étapes successives, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vraiment dans une démarche d'entonnoir, à mon sens, avec des critères essentiels, même si ça ne regroupe pas tous les critères du SMART, mais au moins formulés positivement, réalistes et dans un contexte bien défini, sinon ça va droit dans le mur. Et à tout moment, dès que l'objectif n'est pas réaliste, c'est à vous, sophrologue, d'en informer le parent et l'enfant. Parce qu'il peut arriver que le parent arrive avec une demande tellement forte et soit en recherche d'aide qu'il souhaite quelque chose pour son enfant qui n'est absolument pas possible. Exemple, je veux que mon enfant arrête de me demander de jouer avec lui tout le temps. Je veux que mon enfant arrête de pleurer quand il est stressé ou arrête de pleurer pour un oui et pour un non. Pas possible.
Si l'enfant pleure, c'est qu'il y a une décharge, c'est qu'il y a une émotion quelque part, c'est donc qu'il y a quelque chose qui se passe et qui doit sortir et qui s'exprime. Donc ça, c'est à vous de le dire. Évidemment avec bienveillance. C'est là que cette relation triangulaire peut parfois être délicate parce que on est un petit peu au milieu de la parentalité entre éducation, accompagnement, à la fois neutralité et en même temps plongé dans une histoire, dans une éducation qui est propre à chaque famille. Voilà. Voilà dans les grandes lignes, en tout cas. Comment je m'y prends personnellement. Encore une fois, il y a peut-être d'autres manières de faire qui sont très bien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque le temps passe vite et que ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. Donc voilà, on va prendre 5 petites minutes pour répondre aux questions ou affiner certains points s'il y a besoin. Si tu vois que l'objectif de l'enfant découle, que l'enfant n'a pas sa place ou le parent est trop présent, ne le laisse pas grandir, bref, que ce n'est pas avec l'enfant qu'il faut travailler, mais avec le parent. C'est déjà arrivé. Alors, il faut oser. Si vous estimez que l'enfant n'a pas besoin et qu'en plus l'enfant, quand il vient, vous dit que tout va bien et que lui, il n'a pas forcément envie de venir, par exemple, mais que le parent a une demande, dans ce cas-là, au bout d'un moment, peut-être plusieurs séances, en fin de séance, c'est peut-être intéressant d'aborder ça et de questionner si l'enfant veut toujours venir ou pas. Et éventuellement de dire aux parents, si cette situation est difficile à vivre pour vous, ce que j'entends, peut-être qu'il faudrait envisager un suivi pour vous et non pas pour votre enfant. Il va falloir trouver la formulation habile pour le dire sans que ce soit mal pris. Mais oui, ça peut arriver que le parent ait besoin plus que l'enfant et c'est quand même assez fréquent qu'on envoie son enfant faire des séances sans forcément se responsabiliser soi-même. Et là, c'est un petit peu délicat parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la morale. Mais par contre, du moment que l'enfant en tire un bénéfice, ça a du sens de continuer. Avec un accompagnement d'enfant, la problématique est que nous avons les parents dans la première séance. C'est une problématique oui et non. Oui et non. C'est pas forcément une problématique, mais comme on l'avait vu, je crois, dans l'anamnèse, rien n'empêche à la fin, dans l'anamnèse, de demander à l'enfant s'il souhaite continuer à deux ou avec son parent. Et si l'enfant dit ok, papa, tu peux m'attendre en salle d'attente et je reste avec la dame, et ben ça peut se faire que avec l'enfant. Et on est sur un troisième cas de figure. Vous avez défini un objectif avec l'enfant, vous allez en informer le parent à la fin de la séance, et c'est le parent qui validera lui aussi cet objectif-là. À partir de quel âge les enfants peuvent faire une séance en individuel? Généralement, à partir du moment où ils sont en mesure de commencer à exprimer des choses qu'ils ressentent. Donc ça va dépendre des enfants, mais on va dire 5 ans en moyenne. Mais j'ai reçu des enfants plus jeunes, 4 ans, qui s'exprimaient comme des enfants de 10 ans. Et on peut avoir des enfants de 6-7 ans qui ont plus de mal aussi. Donc voilà, cette fourchette d'âge est vraiment très relative. Est-ce qu'il y a d'autres supports que les émoticartes qui peuvent être utilisés? Oui, il y en a d'autres. Tout dépend si ce sont des supports sur les émotions que vous recherchez ou des cartes ou des comptes, parce qu'il y en a d'autres. Mais en ce qui concerne les émotions, personnellement, je n'utilise que les émoticartes à ce stade. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La roue des émotions, oui. On peut utiliser la roue des émotions, ça doit être Gaston la licorne. Pourquoi pas? Mais il y a aussi, vous trouvez sur internet, vous tapez roue des émotions et vous avez aussi des petits outils qui sont gratuits et qui peuvent vous aider dans votre pratique. Il y a juste à imprimer. Voilà, ça peut aussi très bien être utilisé et très simple à utiliser. S'il y a des dernières questions, je vous propose de les partager avant qu'on s'arrête là parce que le temps a vite passé ce soir. En espérant que ce point qui parfois est un peu nébuleux sur la définition de l'objectif ait pu être un petit peu éclairé ce soir. En tout cas, peut-être que ça vous a donné 2-3 idées ou 2-3 infos.
Et puis, il y aura d'autres lives de toute façon sur d'autres sujets, puisque on peut parler du contrat thérapeutique aussi avec les enfants, ça peut faire l'objet d'un autre live. On peut parler de certaines problématiques spécifiques aux enfants. Voilà, il y a plein d'idées pour la suite. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des besoins, des idées de live ou des questions, ben, n'hésitez pas à me les partager sur le groupe. Et moi, je regroupe les infos. Et au bout de plusieurs fois la même demande, ben voilà, c'est là que j'envisage aussi de faire un live sur le sujet. Plein d'outils dispo partout, mais attention à pas trop s'encombrer de choses qui au final sont similaires, c'est vrai, voilà. Less is more, le plus simple est le mieux. C'est pour ça que personnellement les émoticartes me suffisent et que j'ai pas besoin de rajouter des choses dans tous les sens. Objectif en groupe. Allez, une dernière question pour la route. Objectif en groupe. Alors moi je suis des groupes ouverts, donc l'objectif il est, on va dire, commun pour tout le monde. Dans le cas d'un objectif en classe, oui, bah, l'objectif il va falloir qu'il corresponde à tout le groupe. C'est la problématique de toutes les séances de groupe, donc il faudra préciser cet objectif aux enfants et il aura été exprimé par un commanditaire, on va dire peut-être l'instit, la maîtresse ou le directeur de l'école, si c'est en école. Et du coup, les enfants auront cet objectif parce que le commanditaire estime que le groupe en a besoin. Et après, ça correspondra ou pas à 100% des enfants. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir été là. Rendez-vous dans quelques temps. On va laisser passer l'été. Et puis, on se retrouvera à la rentrée pour un autre live. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos séances, vos questions sur le groupe. C'est fait pour ça. Le but, c'est qu'on puisse chacun y répondre et apporter notre pierre à l'édifice grâce à nos expériences. Voilà. Merci beaucoup. Belle soirée et à très bientôt.